Vous me connaissez pas encore assez bien, mais sachez que s'il y a deux passions qui m'animent depuis toujours, ce sont les jeux vidéo et la musique. Elles ont toujours fait partie de ma vie, d'aussi loin que je puisse m'en souvenir. Aujourd'hui, je me suis posé une question, pourquoi, dans l'ordre des choses, la musique a-t-elle toujours eu sa place dans les jeux vidéo ? Prenez un instant pour imaginer un monde sans musique, un jeu vidéo sans mélodie. Ça reviendrait à voir une forêt sans vent ou un matin sans chant d'oiseau, ou encore un je t'aime sans émotion. Alors ce que j'essaye de comprendre, c'est comment cette fusion entre les deux, pour ma génération, celle des années 2000, a toujours été une évidence. Comment est-ce que des compositeurs, des ingénieurs, des développeurs et des artistes ont donné une voix à des machines qui à l'origine n'en avaient pas ? Pour le saisir, il faut remonter aux origines de ce phénomène, à une époque où la technologie était limitée, mais la créativité explosait. Comment une simple puce électronique, incapable de reproduire la voix humaine, a pu donner naissance à des hymnes qui traversent les décennies. Parce que la musique dans le jeu vidéo, c'est pas qu'un simple bruit, c'est universel. C'est une langue que tout le monde comprend. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que la musique soit introduite dans le jeu vidéo, ça ressemblait à ça. Ce que vous venez de voir, c'est Computer Space et ça a été fait en 1971 par Nolan Bushnell et Ted Dabney. Ensemble, ils ont formé Syzygy.co, 3 fois rien, avec l'ambition d'être la sensation du moment. Ils se sont rendus compte que c'était pas fou, donc ils ont embauché un gars qui s'appelait Alan Alcorn et ils sont renommés Atari. Ce que vous venez de voir, c'est la première fois que la machine communique avec l'homme. Tout commence en 1972 avec Pong, 2 barres, une balle et un bip. Un seul son. Un bip électronique généré par un circuit analogique. Et ce bip, c'est déjà de la musique. J'exagère un peu, j'avoue, mais c'est la première fois que la machine répondait au joueur. Elle lui disait « tu as touché la balle, tu as marqué un point ». Et dans ce silence qui précède, quelque chose de magique est né, l'idée que le jeu vidéo pouvait parler, même sans mots. C'est 6 ans plus tard, qu'en 1978, Space Invaders débarque. Et là, révolution. Pour la première fois, un jeu a une vraie musique. Enfin, presque. 4 notes, une boucle, un rythme qui s'accélère à mesure que les aliens descendent, et ce détail génial change tout, parce que pour la première fois, la musique influence le joueur, elle crée de la tension. Elle ne se contente plus de réagir, elle anticipe. Elle devient un personnage à part entière, et sans le savoir, Tomohiro Nishikado, le créateur du jeu, vient d'inventer le premier sound design émotionnel de l'histoire du jeu vidéo. Si jamais je fais awa 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 awa, ça vous dit quelque chose ? Je suis sûr que ça vous parle. On arrive en 1980 et là c'est Pac-Man. L'explosion, pour la première fois, un jeu a une vraie mélodie. Comparé à Space Invaders qui avait une musique, là on parle de mélodie. Un thème reconnaissable entre mille, 3 notes jouées en boucle et qui restent dans la tête, qui font danser les joueurs avant même qu'ils ne sachent pourquoi. C'est là que tout bascule parce que Pac-Man c'est plus juste un jeu, c'est une expérience sonore, et cette mélodie composée par Toshio Kai va devenir la première bande-son de jeu vidéo à rentrer dans la culture populaire, à être sifflée dans la rue, reprise, remixée, samplée et prouver que le jeu vidéo pouvait émouvoir même avec 3 notes et une puce 8 bits. 1983, c'est la NES et la puce Ricoh 2A03 que je vais appeler Ricoh à partir de maintenant parce que j'ai la flemme. Et ce que je vais appeler aussi l'art de la contrainte. Imaginez, vous êtes en 1983 et Nintendo sur une console qui va littéralement sauver le jeu vidéo. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Entertainment System. Now you're playing with power. La NES cache un secret, sa puce sonore, la Ricoh. C'est une boîte à outils minuscule, 4 canaux seulement, 2 pour la mélodie, 1 pour les basses et 1 pour le bruitage. C'est-à-dire il n'y a pas trop de place en vrai. Et pourtant, c'est cette limite qui va forcer les compositeurs à devenir des génies, comme un peintre avec seulement 3 couleurs, vont créer des mondes entiers. La contrainte, ils en ont fait leur allié. Cette contrainte qui a donné naissance à un chef-d'œuvre musical. Bien évidemment, tous les sons que je vous montre à partir de maintenant, je pense que tout le monde les connaît, même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Les contraintes majeures de la NES, c'était que par exemple, elle ne pouvait jouer que 3 notes à la fois, et que la boucle maximale était 12 secondes. 12 secondes pour faire un chef-d'œuvre, et 3 notes. Et c'est là que le génie rentre en jeu, parce qu'il faut savoir être débrouillard. Avec 3 notes, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour pouvoir créer une musique de 90 secondes ? Et ben moi je vais vous le dire, il a superposé les notes. Alors, au 21e siècle, superposer des notes, c'est peut-être rien, et c'est la norme, mais en 1985, ça l'était pas du tout.
Koji Kondo est un japonais de 24 ans qui était enfermé dans un petit bureau de Nintendo et devant lui, c'était la NES et cette puce, la Rico qui grésille. Et sa mission, c'était créer une musique qui définisse un jeu. Quelque chose qui vous suit quand vous sautez, quand vous courez ou qui vous donne juste envie de sauver une princesse d'un grand méchant avec une carapace. Alors oui, il triche parce qu'avec les moyens de base, c'est irréalisable, mais il superpose les notes et joue avec les silences. Ça donne l'illusion à votre oreille que la machine a bien plus à offrir que ce qu'elle a réellement à offrir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kondo a composé le thème de Mario sur un piano volé. En 1985, Nintendo n'avait juste pas les moyens. Alors, il a emprunté celui d'un studio voisin, emprunté entre guillemets bien évidemment, et la nuit, quand tout le monde était parti, il jouait en cachette. Et un soir, un gardien l'a surpris. Au lieu de le virer, l'homme sourit et lui dit « Continue, ce morceau est vraiment bon ». Donc Kondo a rendu le piano, mais pas la mélodie. Et parfois, les plus grandes œuvres naissent dans l'ombre avec 3 fois rien et un peu de culot, je dirais. Tout à l'heure, j'ai parlé de 12 secondes, et 12 secondes, c'était tout ce qu'il fallait à Kondo pour créer l'une des musiques les plus hypnotiques de l'histoire. Parce que tout simplement, c'est la même boucle, et on peut l'écouter pendant 3 minutes, et franchement, on dirait pas que c'est la même boucle. Et c'est à la fin des années 80 que Sega présente son nouveau bébé. Le 29 octobre 1988 au Japon, la Mega Drive. On passe enfin sur une console 16 bits et ce qu'elle cache, c'est la puce Yamaha YM2612 équipée d'un synthé. Elle dispose de 6 canaux, donc les restrictions de notes qui étaient de 3 et des boucles de 12 secondes imposées par la NES ne sont plus du tout d'actualité. Et la Mega Drive a ouvert la voie à l'ère du 16 bits dans les consoles. D'ailleurs, si je parle d'un gars qui est pas vraiment un gars, mais qui a des chaussures rouges et qui court super vite, et qui a eu l'un des pires trailers au cinéma, vous l'avez parce que je parle de Sonic. Nous sommes en 1990 et Nintendo présente sa nouvelle protégée, la Super NES. Plus de couleurs, du mode 7 pour des effets 3D et surtout, mais surtout, un son incroyable. Le SPC 700 de Sony propose 8 canaux d'échantillons avec reverb et écho. Résultat, une musique riche, orchestrale et émotionnelle qui nous a pondu des classiques du XXe siècle. Alors on va se poser 30 secondes et on va écouter ça. Ce que vous venez d'entendre, ça vient de Chrono Trigger, c'est l'œuvre de Yasunori Mitsuda, et à seulement 23 ans, ce jeune compositeur a composé la majorité des 54 pistes du jeu. Il bossait comme un fou, il composait jusqu'à s'endormir à son poste, et il faisait ça en boucle. Il s'est réveillé avec des nouvelles mélodies en tête, et il s'est littéralement détruit la santé pour que chaque musique colle parfaitement au moment du jeu. Résultat, il a eu un ulcère à l'estomac, il crachait du sang, et une hospitalisation. Nobuo Uematsu a même dû terminer quelques pistes pour l'aider, un niveau d'investissement et de passion complètement dingue qui s'entend encore aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus de puissance, plus d'émotion, mais surtout plus de réalité. Les consoles 16 bits avaient ouvert la voie, mais une question brûlait les consommateurs, et si le jeu vidéo pouvait enfin sonner comme un film. Nous sommes en 1994 et Sony sort la PlayStation 1 équipée d'un SPU 24 canaux audio. Pourquoi c'est révolutionnaire, vous allez me dire? Parce que pour la première fois, les compositeurs ne sont plus limités par des puces 8 ou 16 bits, on a le CD. Le CD permet d'utiliser des vrais instruments, des voix, des orchestres, et le jeu vidéo passe de ça à ça.
Vous m'en voudrez pas si je reparle de Nobuo Uematsu, parce que ce type est littéralement une légende. Parce qu'il a composé la majorité des musiques des Final Fantasy, et grâce à lui, en grande majorité, et au travail de ceux qui étaient là avant, le jeu vidéo avait pris en crédibilité. Concernant la musique, on a eu le droit à des orchestres, et aussi le fait que des musiques du monde réel, que ce soit par le hip-hop, le metal ou le rock, soient intégrées dans le jeu vidéo. Je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Le jeu vidéo n'avait plus rien à envier au cinéma parce qu'on parle de musiques qui ont fait vibrer ma génération, qui sont connues même chez des gens qui n'ont jamais touché une manette de leur vie. Dans ce cas, je vais me permettre de parler d'un jeu qui, après toutes ces avancées, a décidé d'aller à contre-courant. On était enfin sorti des restrictions du opus 8 et 16 bits, on avait des instruments, des voix, des orchestres, alors pourquoi faire le choix de retourner en arrière? Le jeu dont je vais vous parler, il m'a marqué humainement parlant, parce que c'est... Attention au spoiler, si vous comptez y jouer, sautez directement en timecode affiché à l'écran. Nous sommes sur PC en 2015 et le jeu vidéo a connu des décennies d'évolution. Que ce soit les graphismes ultra réalistes, les BO orchestrales et des effets audio 3D poussés à l'extrême, les joueurs sont habitués à des expériences immersives. Chaque détail compte. Undertale débarque, un jeu visuellement simple avec des graphismes 16 bits qui rappellent les années 90, une musique minimaliste composée de quelques notes à peine et une narration qui brise le quatrième mur. Undertale, c'est une déclaration d'amour au jeu vidéo parce que le rétro est devenu une esthétique ainsi qu'une DA, mais permet aussi de raconter une histoire différente. Les jeux rétro étaient souvent linéaires avec des mécaniques simples, et Undertale joue sur ces codes pour créer une expérience narrative unique, un système de combat basé sur le timing et des personnages qui se souviennent de vos choix. Toby Fox, le créateur du jeu, a grandi avec les RPG des années 90, tels que Earthbound, Chrono Trigger ou encore Final Fantasy. Undertale détourne les tropes des RPG classiques, pas de game over traditionnel, le jeu vous parle directement. Les boss ne sont pas des ennemis à vaincre mais des dilemmes moraux, et la musique change en fonction de vos actions. C'est l'un des rares jeux qui vous fera sentir comme une horrible personne si vous faites certains choix. La musique et les effets sonores reflètent directement vos choix. Prenons un exemple simple avec les effets sonores. Quand un personnage vous parle dans Undertale, ça sonne comme ça. S'il s'énerve ou qu'il a peur, le son change complètement pour devenir comme ça. Le jeu propose 3 routes, mais vous n'êtes pas censé le savoir au début. La première route, la neutre, vous débarquez sans rien savoir et vous jouez à votre façon. Vous tâtonnez, le jeu est conçu pour être chaleureux, accueillant et presque rassurant. Ensuite vient la run pacifiste, celle qui vous fait tomber amoureux du jeu si ce n'était pas déjà le cas. Et puis il y a la dernière run, celle que j'étais incapable de faire, la run génocide. J'ai pas réussi à la faire parce que blesser des personnages qui m'avaient accueilli, qui ont leur propre histoire et leur propre profondeur, j'y arrivais absolument pas. Devoir tuer ou blesser des personnages qui avaient l'air réels ou qui ont l'air d'avoir des sentiments, du moins je le croyais, bah j'ai fini par regarder en let's play parce que ça me brisait le cœur, sinon je passais à côté d'une des meilleures OST du jeu, la plus iconique d'ailleurs, celle de Sans. Toby Fox n'avait pas de budget et il était seul dans sa chambre. Et pourtant, on a pris une claque que certains studios AAA rêveraient de mettre et je me suis posé la question, est-ce que le budget influe réellement sur la qualité de certains sons ou seulement les émotions qu'ils veulent retranscrire? Maintenant on se pose un instant, et si on avait les deux, les moyens et l'attention? La réponse est arrivée en 2025 et c'est français.
Vous avez peut-être vu la réaction de Kameto, il se redresse de sa chaise, littéralement il est happé par ce qu'il entend, et Kameto c'est pas quelqu'un qui s'emballe pour rien. C'est pas un cas isolé non plus parce que partout sur internet c'est la même réaction, les gens posent leur manette, ils regardent l'écran et ils écoutent. Parce qu'en 30 secondes, Clair Obscur a fait quelque chose que certains jeux n'ont pas réussi à faire en 20 heures. L'orchestre, les chœurs, et pourtant il n'y a jamais ce sentiment d'en faire trop, chaque note est à sa place. Et dans les combats c'est pareil, la musique elle monte au bon moment, elle ressent avec vous et c'est ça la différence entre une bande son qui accompagne et une bande son qui participe. J'ai fait une petite sélection de 3 sons qui m'ont le plus plu dans Clair Obscur Expédition 33 et on va se les mettre. Dim, dam, tadilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Depuis 1972, on a parlé d'un bip sur Pong, de 4 notes sur Space Invaders, d'une mélodie sifflée dans la rue avec Pac-Man, Koji Kondo qui compose un thème de 12 secondes qui dure depuis 40 ans, Toby Fox seul dans sa chambre qui vous brise le cœur avec un synthé, et à chaque fois, la question était la même, jusqu'où le jeu vidéo peut aller avec la musique, et Clair Obscur en 2025 donne une réponse. Le jeu vidéo n'a plus rien à apprendre du cinéma, et le cinéma lui-même devrait prendre des notes. Donc oui, le jeu vidéo est un art, et quelque part, ce bip de 1972 résonne encore. Je tenais à tous vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo, ça fait vraiment plaisir. Si vous pouvez vous abonner aussi, ça fait aussi très plaisir. Et surtout, je vais vous laisser sur un son que moi j'ai fait. Et merci énormément de regarder cette vidéo et voilà, bisous, bye. That's not true. I've just been thinking of you, thinking of you. I still hear your laugh sometimes in my head like perfect line. It's been a while, but nothing's new. I'm still just thinking of you. I'm still just thinking of you. I try to move, but it feels wrong. Every place still plays our song. You're in my mind the whole day through. I'm always thinking of you. And I don't know how to let go. Everywhere I turn you still show. You're in these songs, in the rain, in the quiet, in the pain. I try to heal, it's no use. I'm still thinking of you.